Mike Mukebai Nkosso, député provincial de Kinshasa, président de l'Ungola. Mike, bonjour. Bonjour Peter Tieni. Bienvenue. Merci. Mike, qu'est-ce qui se passe encore à l'Assemblée provinciale? Une motion contre Gentini. Oui, j'ai déposé en ce jour une question orale avec... Il y a quelques minutes. Question orale avec débat adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa. J'envisage de transformer cette question orale à l'issue de son examen, à l'issue du débat, la transformer en une interpellation avec possibilité d'un vote de déchéance. Tu vas transformer son interpellation sur base de quel élément? Parce que tu n'as pas encore entendu le concerné. Non. Tu es animé de très mauvaises intentions. Je ne suis pas animé de mauvaises intentions. En fait, c'est cela la démarche chez nous. Démarche selon notre règlement intérieur, une question orale. Et au bout de cette question, l'interpellateur, l'émotionnaire est appelé à se prononcer, à présenter ses conclusions. Et dans l'éventail de ces conclusions-là, il a la possibilité de transformer... Tu reproches quoi à Gentini? La mauvaise gouvernance, la malgouvernance de la ville de Kinshasa, un peu dans tous les secteurs. Vous le voyez bien, l'état de route, c'est impossible. Willery, au niveau du rond-point Willery, est en train de s'abîmer complètement. Les routes qu'il a... mis en avant, disant qu'il allait ou construire ou réhabiliter sont encore des chantiers au jour d'aujourd'hui. J'aurais aimé que je sois à ta place pour poser la question et je t'en poserai une. Mais comme je n'ai pas le droit, je vais y répondre moi-même. Gentini Ngobila a-t-il déjà mis en route une seule initiative depuis qu'il est là, initiative qui ait abouti? Pas une seule. Comment cite une seule, depuis 2 ans qu'il est gouverneur, une seule initiative qui touche à la vie des Congolais, qu'il a mise en route, laquelle initiative a abouti, a produit 2 résultats concrets, palpables là. Une seule, ça n'existe pas. Une seule, simplement. Elengue, c'est un chantier, c'est 6 km, un chantier surfacturé à 24 millions de dollars pour 6 km de route. Et encore que l'Enguessa est financé en partie par le gouvernement central, une question à creuser. Il y a quelques mois, la ville a reçu 2 à 3 millions de dollars et la ville attend encore un financement du gouvernement central. Et c'est là que j'interpelle l'inspecteur en chef de l'IGF pour voir clair sur cette question de ces triple ou double financements de l'Enguessa, financé par la ville, financé par le gouvernement central, financé avec des fonds fonnaires. Vous avez l'avenue de la Paix, il s'ébombe le torse, il se tape la poitrine, il dit « Je suis en train de construire l'avenue de la Paix ». Vous y allez, les panneaux d'affichage des travaux, notre route, c'est laquelle? Bongolo, les travaux piétines. Nous avions convenu avec la société prestataire qu'elle commence ses travaux et nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas d'argent. Vous vous rendez compte, hein? Il ouvre un chantier, il se rend compte après qu'il n'y a pas d'argent. Et nous avons transformé ces marchés. C'est plutôt maintenant la société prestataire qui va financer et les travaux piétines. Il y a encore une autre voie. J'ai vu, vous avez écrit Zando aussi, vous avez mis Zando dedans. Les marchés centrales, très grave ça. Très grave. Très grave, pourquoi? Rien que la démolition, ils n'arrivent pas à l'opérer. Mais on a vu le président soutenir ça et même résilier un contrat comme ça. Les chefs de l'État s'est très vite ressaisi, a mis en place une commission et vous avez vu récemment une descente de son conseiller Vidi Chimanga au marché central. Et il a été très clair pour dégager la responsabilité du chef d'État sur cette question et dire que c'est un Ngobila de répondre. À ces jours, il n'y a pas de contrat sur le marché central, aucun contrat. Au début, nous avons entendu parler d'une certaine Sogema ou Sodema. Ce n'est plus Sogema. Pour la démolition, c'est Adi Construct, qui est déjà sur Elenguessa, qui a été dépêché précipitamment au marché central pour la démolition. Et j'ai vu des images à la télévision. Quand notre conseiller du chef de l'État a effectué une descente au marché central, il y avait à peine 2 engins, dont l'un était même en panne. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait au marché. Rien n'est fait.
Rien n'est fait. Mais pourquoi on était pressé de démolir si on savait que les choses... Mais c'est cela la politique de Jean-Tini Ngobila. Il n'a aucune vision sur la ville. C'est du tâton. C'est la politique essai-erreur. De répondre aux révélations de son vice-gouverneur, que vous avez d'ailleurs fait tomber à l'Assemblée nationale. Non. C'est la dynamique Ngobila qui a fait tomber les vice-gouverneurs Nambongo. Les responsabilités doivent être clairement établies à ce niveau. Ici, et ce qui est même regrettable, c'est que les vice-gouverneurs nous avaient saisis par voie d'une requête, nous appelant à interroger Ngobila sur certaines questions. L'Assemblée n'a jamais pris en compte cette requête-là. Et donc, moi, j'en fais mienne, donc cette requête, et je l'intègre dans mon interpellation à l'endroit de Jean-Tini Ngobila. Est-ce que ce n'est pas une action vouée déjà à l'échec? Quand on sait que vous dites qu'il y a la dynamique Ngobila à l'Assemblée provinciale, ils sont majoritaires, ça va changer? Moi, je suis en train de faire mon travail de député. Dans un premier temps, ce qui est important pour moi, c'est que Ngobila sache qu'il est comptable. Parce qu'en fait, il s'est dit qu'il a une majorité, comme mais ça va changer bien quoi? Il a une majorité, effectivement. Oui, qu'il aime bien le clamer, majorité intacte, mais je voudrais qu'il se rende compte qu'il est bien comptable devant l'opinion, devant les qui nous ont élus. Mais vous savez au moins que ça ne va rien changer. Non, ça va changer. Ça va changer bien des choses. Sa dynamique, ça va changer bien des choses. Rien que sur le plan pédagogique déjà, j'ai dit, il faut le faire. Mais ensuite, ça va tellement l'embêter parce que je sais qu'il n'est pas rompu à cet exercice. Ça va être très difficile pour lui d'élaborer des réponses et de les présenter. Ça, je peux te le garantir. Mais alors, il viendra, ça va l'embêter. Et il se dira qu'il faut qu'il évite qu'il vienne une seconde fois. Déjà, tant mieux si nous réussissons à ces points. Mais pour le reste, nous nous battrons. Il a une majorité. Mais qui ne te dit pas que les lignes peuvent bouger? Qui ne te dit pas que nous travaillons, que nous travaillons à faire bouger les lignes? C'est un proche collaborateur du président de la République, hein? Très proche, c'est connu. Hein? Bon, en fait... Il est avec Fachi Béton. En fait, ça c'est ça comme à lui, à Jean-Tini, pour vous dire que ça ne sert à rien, monsieur, de tenter de me mettre de là. Il faut aller demander au préalable l'avis du chef d'État. C'est lui qui les dit et les fait dire. Mais c'est pas très fou. Mais le chef de l'État était ici. Il y avait des gens qui, des fois, avant de s'habiller, commençaient par se renseigner sur les couleurs que les chefs d'État mettaient. Et ils mettaient les mêmes couleurs avec les chefs de l'État. L'un d'entre eux est où aujourd'hui? En prison. Il est en prison. Ce qui est formidable avec Félix Tshisekedi, c'est qu'il écoute. Et il est capable, tenant compte de ses responsabilités, tenant compte de l'intérêt général, de se séparer même de ses plus proches collaborateurs. Est-ce que vous ne pouvez pas régler ça il faut mettre ça à l'actif de Félix. Ça, il faut mettre à l'actif. Vous êtes tous dans l'union sacrée. Ça ne peut pas se gérer dedans. Pourquoi ça se gère? D'abord, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'union sacrée est minoritaire, c'est clair. C'est une dizaine de députés. Sur papier, nous étions 25 sur 48. Mais lorsque est venu le moment de passer à la pétition Godin-Poyi, il y a eu des débauchages. Et ces débauchés sont allés renforcer le rang de la dynamique Ngobila. Donc, la majorité à l'Assemblée est acquise à la cause de Ngobila et contrôlée par Ngobila à travers la dynamique. Donc, ne me dis pas ici que nous sommes tous union sacrée. Nous ne le sommes pas. Vous êtes Ngobila, vous êtes union sacrée, non? Non. Que je sache, non. Non, Ngobila n'est pas union sacrée. Il est union sacrée, il est avec Fachi. Proclamé union sacrée. Vous aussi union sacrée? Proclamé, il est union sacrée proclamée. Il y a union sacrée proclamée et union sacrée quoi? Mais l'union sacrée effective, qui doit avoir une vision. Et en déduire un programme pour transformer la ville de Kinshasa. Cette union sacrée-là, elle se cristallise autour d'un petit groupe. Entre les députés de l'UDPS, pas tous, quelques 5 députés de l'UDPS. Il y a Peter Kazadi là-dedans. Maître Peter Kazadi, que je salue. La brave Thérèse Massengou, comment encore Jérédy Kala, Jacob le patriarche, encore mon aîné Gary Mbo. Et vous avez les députés du groupe parlementaire Kinshasa en marche, l'honorable Magloire Kabemba, l'honorable Rifin Bayamboudila et peut-être un autre, je ne vais pas le citer parce qu'il n'est pas très très actif, et moi-même, une dizaine. Le reste, c'est la dynamique Jean-Tini Ngobila. Oui.
C'est vraiment clair. Donc c'est un échec. Vous êtes dans la poche de Gentilly, alors il faut arrêter les Non. initiatives. Pour saupoudrer la Il y en a population. qui sont dans sa poche, pas nous. Qui sont dans sa poche? Vous n'avez qu'à faire attention à mon regard, quoi. D'accord, Mike. Deuxième dossier. Oui. Matata, IGF. Oui. Matata est revenu. À l'instant au Sénat, lever des immunités. Pendant que nous réalisons cette émission, c'est ce qui se passe au Sénat. J'aimerais d'abord, dans l'opinion, dire une chose. On a tendance ici, lorsque l'IGF ouvre une enquête sur un individu, sur une institution, on a tendance à dire Jules Alinguetti. Ce n'est pas Jules Alinguetti. Jules n'est que le patron de l'institution. Ce sont des inspecteurs qui travaillent sur le terrain pour compte de l'IGF. Pour compte de l'IGF. Et le plus souvent, avant toute initiative, il y a la validation de la hiérarchie. Donc ce n'est pas qu'il se réveille, il dit oui, là, j'ai des comptes à régler à Peter. Ça doit être clairement dit. Et surtout sur la question Matata, parce que Matata cherche à en faire une affaire personnelle entre lui et Jules Alinguetti. C'est là la question de savoir, oui, monsieur Matata, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas incriminé, vous n'êtes pas accusé. Kitebi non plus ne l'est pas. Tout autant que Moussoungaï ou un autre ministre de votre gouvernement à l'époque. Ok. Mais alors, répondez, monsieur Matata. Quels sont devenus les 285 millions de dollars? Ils sont partis où? En fumée? Les Congolais n'ont pas le droit de savoir ce qu'ils sont devenus, ces 285 millions de dollars sortis des caisses de l'État. Sans résultat. Il n'y a rien. N'ayant devant. Ça, nous avons le droit de savoir. Donc, un peu de modestie, M. Matata, venez répondre sur vos responsabilités. Mais les responsabilités de Matata, elles se dégagent clairement. Il a joué au malin, comme tout détourneur, comme tout celui qui sait qu'il commandite, c'est lui qui pilote intellectuellement, mais qu'il n'a pas de signature. Non, Matata avait une signature. Matata va répondre à 2 titres. D'abord comme ancien Premier ministre, mais aussi comme ministre des Finances. Oh, mais comment ça? Puisque celui qui était en place n'était que délégué. Il n'était que délégué, c'est bien dit. Oui, il n'était que délégué. Mais aux finances, quand même. Délégué, ça signifie que tous ces actes devaient être validés quelque part. Et quelque part, c'est Matata Pognon. Il va répondre à 2 niveaux. Donc c'est lui le ministre des Finances. Il va répondre du décaissement. Non, il dit qu'il va pas répondre à une justice instrumentalisée. Oui, j'avance. Mais ce que nous apprenons est grave. Les contrats, la convention avec Africom, la société sud-africaine, a été signée en un jour, en quelques heures, par 4 ministres. Les ministres sont passés aux aveux. Ils avouent qu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner le contrat, que le contrat leur a été présenté, et au téléphone, on a dit, monsieur, tu signes. Le contrat est signé ici. 30 minutes plus tard, un autre ministre les signe. Le même jour. 20 minutes plus tard, et encore un autre. Et le même jour, les 4 ministres ont signé ce contrat. Matata sera très embarrassé face à ces ministres qui vont déposer. Ils déposeront devant lui. Devant lui. Lui, il dit que c'est eux, les ministres, qui sont responsables. Oui, ils sont responsables. Mais lui aussi, il avait la casquette des ministres. C'est lui qui patronnait les finances. À ce titre-là, il répondra à la place de Kitebi. Ça doit être clairement dit. Mais vous allez plus loin, vous creusez, vous vous rendez compte que pendant que Africom est en convention, en contrat avec le gouvernement congolais, au même moment, une autre société est créée, FID Africa. Et vous creusez, vous cherchez FID Africa. Parmi les actionnaires, l'épouse Matata. Parmi les actionnaires, le frère Matata. Et quand vous retracez les virements bancaires de Kinshasa à Djobourg, chez Standard Bank, vous voyez bien que l'argent tombe dans les comptes de Africom, mais que par la suite, les fonds sont virés sur le compte de FID, FID Africa. Vous vous rendez compte? Et donc c'est clair qu'en fait ces fonds sont payés à l'autre entreprise. Et pire, et ça c'est noir sur blanc dans le rapport, noir sur blanc, 8 millions de dollars versés à un fournisseur aux États-Unis pour l'acquisition d'une usine. La responsable, celle qui s'est chargée de
Bukanga Lonzo, sur le plan technique, sur place, appelle les fournisseurs dit, votre hiérarchie à vous, m'a demandé d'expédier cette usine en Malaisie. Et elle y est jusqu'à ces jours, cette usine-là, en Malaisie. Elle y est. Le matériel de Bukanga Lonzo, on l'a vu ça à Bukanga Lonzo quand même. Non, ça a été payé par le gouvernement congolais. Mais l'usine n'a jamais atterri à Bukanga Lonzo. L'usine de Bukanga Lonzo, elle a été expédiée en Malaisie. Et quand les enquêteurs fuient, regardent, on se rend compte que chaque fois, chaque année, en Malaisie. 5-6 voyages là en Malaisie. Les liens est établis, non? Les liens est établis clairement. Clairement. Donc l'usine est là. Elle sert dans une... L'usine de Bukanga Lonzo, ouais. les éléments... Elle sert dans une rizerie, dans une plantation de riz. Et les riz malaisiens là, qui est produit avec l'argent de Bukanga Lonzo, nous est vendu chèrement ici. Vous vous rendez compte un peu? Et nous avons dit, mais M. Matata, ne bombez pas le tos. Si nous creusons, c'est très grave pour vous, M. Matata. Mais puisqu'il s'est entêté, nous avons creusé. Nous nous rendons compte que même la fameuse université Mapon a été construite avec les fonds de l'État. Mike. Ouais. L'université, c'est des dons. BSECO. C'est des dons. BSECO. Mike, Matata vous vous rendez chez BSECO. Matata parlait des dons et des financements de mais des fonds sont sortis, des fonds en millions de dollars, à hauteur à peu près, si je ne m'abuse, de 6 millions de dollars, sont sortis de BSECO pour financer la construction d'une université appelée à l'époque Université de Kindu. C'est en fait cette université, une fois le bâtiment achevé, qui va se faire appeler Université Mapon. On ne pouvait pas l'appeler ainsi pendant les travaux, puisque en fait des fonds venaient des caisses de l'État. On a présenté ça sous couvert d'Université de Kindu. Et par la suite, mais la traçabilité des fonds est là, chez BSECO. Les montants précis, en bas de l'argent. Oui. Et qui réceptionnait, on le sait, ces fonds-là. On ne va pas commencer ici à faire une inquisition, à citer. Tout ça sorti pour disqualifier un potentiel candidat aux élections présidentielles. Alors moi, je commence à me poser vraiment de questions. Mais c'est ce qui se passe, hein. Vous savez, nous sommes en politique. Quand quelqu'un est accusé, tout de suite la politisation. Est-ce que Matata est un candidat sérieux à l'élection présidentielle? Il a quelles assises? Oui, mais avec ce qu'il a fait au Maniema... Il a quelles assises? Il a quand même, avec ce qu'il a fait au Maniema... Vous pensez que quand vous développez des actions personnelles à vous, certains ouvrages, vous les construisez dans votre province, cela suffit que pour que vous obteniez une stature nationale et que vous alliez à la magistrature suprême, ça aurait été très facile. Parce qu'il n'y a pas de l'acharnement. Ça aurait été très facile. Non, l'acharnement n'y est pas. Une enquête a été menée, des dossiers ont été constitués. Et l'IGF s'en est dessaisi pour s'en remettre à la justice, à Matata de répondre. Mais il doit être à l'aise. À une justice instrumentalisée. Bon, ça c'est lui qui accuse la justice de son pays d'être instrumentalisée, et je le regrette infiniment qu'un ancien Premier ministre traite ainsi la justice de son propre il en connaît davantage, il a été Premier ministre. Donc il en connaît davantage. Ok, hein. D'accord, donc ça voudrait dire... Parce que c'est un ancien Premier ministre. Oui, donc il a expérimenté cette justice instrumentalisée, il n'a pas réussi à la transformer, donc il n'a pas à s'en plaindre. Si c'est ainsi, comme tu présentes les choses, donc il n'a pas à s'en plaindre. Donc il s'est plaint de ses propres turpitudes. Et les députés, les sénateurs, s'ils ne lèvent pas l'immunité, qu'est-ce qui arrive? À mon point de vue, je crois que j'ai fait un tweet il y a quelques jours. Je dis que le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est de continuer à travailler pour qu'il existe, pour créer une véritable opinion publique. C'est un élément majeur dans une démocratie. Longtemps, ici, les choses ont fonctionné sans qu'il y ait d'opinion publique. Elle existe maintenant, cette opinion publique, que beaucoup désignent sous l'expression de clameur publique. Elle est là, la clameur. Celle qui s'est abattue sur Kamere, qui s'abat sur Willy Bakonga. Elle est là. Alors, si les immunités de Matata ne sont pas levées, chose simple, on fait le procès sans Matata, quitte à l'inviter comme témoin, et par la suite, la clameur publique se chargera du reste. Stratégiquement. Donc il faut seulement qu'on Kangaman Matata. Non. Vous n'allez pas les laisser. Ces immunités ne sont pas levées. On commence les procès. Ceux qui ne sont pas couverts des immunités, comme Kitebi, répondent.
Matata comparaîtra en ce moment-là comme renseignant, comme témoin, et vous pouvez compter sur les Congolais. La clameur publique va se charger du reste, la donne changera au cours de ce procès, et peut-être qu'en ce moment-là, le Sénat sera si embarrassé avec toutes les révélations qui vont être portées sur la place publique. C'est l'argent des Congolais, M. Matata. Il faut dire aux Congolais, c'est que vous en avez fait 285 millions de dollars. C'était un projet phare de sa mandature à lui. Phare, le plus grand. Au jour d'aujourd'hui, pas un seul grain de maïs, pas un seul grain de riz. C'est dommage, tout est à l'abandon. Les engins ont été même détournés et vendus à d'autres fermes. Des engins qui étaient là. Sur 285 millions de dollars sortis, vous ne retracez que 80 millions. 205 millions non traçables. Les 80 millions, 40 millions ont servi à l'achat du matériel. 40 millions. Ce qui est enregistré par la voie des douanes. Ça, ce n'est pas l'IGF qui l'a dit. 285 millions, renseignements pris auprès de la douane. Combien de matériel et engrais chimiques avez-vous fait passer ici pour compte de Bukangalonzo? Pour 40 millions. Les 40 autres millions ont servi à la mise en place de la station électrique. Donc 205 millions de dollars comme ça parti en fumée. Ce n'est pas normal, les Congolais ont le droit de savoir. Monsieur Matata, en toute modestie, venez répondre. Tu as aussi été proche de lui, hein? Il va être surpris quand il va moi, si, je vais vous dire, moi, je n'ai pas été individuellement proche de Matata. Moi, j'étais patron d'un journal. On dit que tu l'as attaqué d'abord pour l'immeuble intelligent. Attendons. Tu as fait des révélations et puis après, il t'a pris près de lui. Non. Vous êtes allé manger, boire aux États-Unis. Non. Quand l'immeuble intelligent est construit, en ce moment-là, mon journal fait déjà ce travail-là avec Matata au niveau de la primature. L'immeuble intelligent est construit pendant que moi je suis même en détention, en tout cas achevé. Ce qu'il y a eu, et que moi j'étais patron d'un journal qui était très lu, les services de la primature m'ont demandé un contrat d'image, c'est que tous les grands médias font. Il n'y avait jamais un rapprochement politiquement, comme les gens cherchent à le faire croire aujourd'hui, que non, il a travaillé avec tel. Non, je n'ai pas travaillé avec tel. Mon média a fait un travail de com, d'image, sur certaines questions, pas sur toute sa politique. Vous regardez les bonnes relations, vous parlez? Bon, aujourd'hui, vous parlez, il peut vous appeler, vous moi, je n'ai pas gardé de relation. Il n'y avait pas de relation personnelle entre lui et moi. C'était en fait une relation, si je peux dire entre guillemets, d'affaires. Un média, un service public, entre nous, un contrat d'image. Par la suite, moi j'ai perdu sa trace, je crois que lui non plus ne pense pas à moi. Je n'ai pas son numéro de téléphone, je ne l'ai pas. Je ne me souviens pas l'avoir appelé depuis l'époque, parce qu'après j'ai connu de ce problème quand je suis sorti de prison. Il m'était plus possible de travailler avec les institutions, les services de l'État. J'avais quelques contrats, DGI, SONAS et ainsi de suite, mais à cause de la ligne de mon journal, tous ces contrats ont été rompus. Tous ces contrats. La pression des Kalev Mouton. Les gens ne savent pas quel prix j'ai payé pour ces combats. Je vais vous citer, je vais vous dire ici, vous pouvez poser la question à quelqu'un qui est encore en vie. Ekofo de la SONAS, c'est l'actuel DG. Lucien Ekofo. Lucien, vous lui posez la question. Lucien Ekofo, à l'époque, grand frère Lucien Ekofo était directeur. Le vrai journal aussi était avec il m'a fait venir quelques semaines. Mais il nous a retiré, ça, c'est pas grave. Je le salue quand même en passant le DG. Quelques semaines après ma sortie de prison, il m'invite, je veux le voir, il dit, Madame la DG m'a dit, si vous voulez continuer à bénéficier de notre contrat, de ce que nous payons à votre journal à titre de contrepartie sur la publicité que vous faites pour nous, changez votre ligne, essayez un peu de l'édulcorer. Nous subissons des pressions de la part de la hiérarchie de l'Agence nationale de renseignement. J'ai dit à Lucien Ekofo que j'étais trop avancé pour faire ma machine arrière. Que je ne pouvais pas dire, mais si c'est ainsi, nous serons obligés de couper le contrat. Et je l'ai dit, je lui ai répondu en le regardant dans les yeux, je lui ai dit, coupez. Je comprends, madame est très embarrassée. Nous avions de très bons rapports entre mon journal et la SONAS. Qu'elle soit contrainte comme ça de rompre ce contrat, je suis convaincu qu'elle est très embarrassée. Mais je comprends toute sa bonne foi. Mais ce n'est pas
à son niveau que ça se décide. J'accepte que vous me coupez cette publicité. Et cette publicité m'a été coupée. D'accord. Donc par la suite, même avec lui, vers la fin de son mandat, ce contrat n'a plus vraiment existé. Tu as subi tout ça. Aujourd'hui, tu es satisfait de ce qui se passe au pays, l'état de droit, tout marche bien. Tu es déçu. Satisfait, je dirais non, parce que nous ne faisons que commencer avec l'Union sacrée. Les cheminements étaient encore longs. Nous avons effectué le premier pas. Comme un enfant qui apprend à marcher, nous venions d'une longue nuit sous le joug kabiliste. Nous avons réussi au moins As-tu suivi Fachi, à Kolwezi, à ouvrir, j'avance, à ouvrir une perspective, en montrant aux Congolais qu'il est possible, à faire rêver le Congolais. Ça, c'est déjà ça le premier, peut-être le principal acquis. Moi-même, je m'interrogeais si un jour je verrais commencer ce changement. Il commence là, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu as suivi Fachi à Lubumbashi? Je le suivi. Tous ceux qui contredisent ce qui se passe dans l'Est, Boza Bandoki. Non, je comprends. Bandoki. Je comprends. Pardon, je comprends un peu la sortie du chef de l'État pour quelqu'un qui sacrifie ses nuits de sommeil et qui prend l'initiative de changer la donne à l'Est. Ça lui fait mal quand certains critiquent. Quand la presse fait son allons-y, mais oui, ça lui fait mal quand certains critiquent. Mais là où je voudrais avoir un rapprochement avec lui, c'est que nous devons nous accommoder à certaines critiques. La presse est libre de rappeler les passés des individus. Quand vous arrivez en responsabilité, elle est libre. Du président de la République d'appeler. Je comprends sa colère. Je comprends sa Pendant qu'on sait qu'aujourd'hui les médias internationaux. Je comprends sa colère. Font leur boulot. Oui, je comprends sa colère, mais en même temps, je nous rapproche. Est-ce que le président ne livre pas les médias internationaux, la vindicte populaire? Non, là vous exagérez. Je comprends qu'il était fâché. Je comprends qu'ils se disent que mais ce que je le fais pour le bien de Congolais. Comment eux essayent de mais tout le monde n'est pas censé dire oui. Oui, je suis d'accord, mais c'est là que je nous. On a même vu Sonia Rollet. Oui, c'est là que je dis. Là où nous devons nous rapprocher, c'est sur la compréhension commune de la démocratie. Sur ce qui doit nous mettre en commun, comprendre qu'à tout moment, et la presse n'a d'autorisation à demander à personne, qu'à tout moment la presse peut rappeler d'où vient Moukébaye. Qu'est-ce qu'il a été? Elle est libre de le faire. Et la presse le plus souvent, moi en tant que praticien, ancien journaliste, je sais que la presse le fait le plus souvent quand quelqu'un est sous le projecteur de l'actualité, généralement. Exact. Pour une raison ou une autre, mais surtout quand il monte en responsabilité. Il est placé là. Normal que les gens sachent d'où il vient, où il va. Ben, nous allons nous y accommoder, il n'y a pas de problème. Je comprends que vous, la presse, vous vous êtes senti ciblé, mais nous pouvons passer à autre chose. Vous avez suivi la vidéo qui est devenue virale, là, le président en train de festoyer à Kolwezi et a demandé à ses convives, bon, aujourd'hui, il n'y a quand même pas de couvre-feu parce que vous êtes avec le président de la République et les responsables de l'armée et de la police ici. Ouais. Et donc vous êtes disculpés, nous allons un peu violer le couvre-feu aujourd'hui. Bon, un peu de la bonne humeur quand même, laisser le président rigoler un peu aussi, quoi. Si c'était Kabila, tu allais avoir cette réaction. Non, c'est un peu de la bonne humeur. Si c'était Kabila, tu allais avoir cette réaction. Mais dans le contexte où ça a été fait, je ne vois rien de vraiment choquant. Dans le contexte... Est-ce que le fait d'être avec le président de la République vous donne le droit de violer la loi? Mais non, c'est des blagues, mais il lance une blague, mais il dit pas allez-y, violez. Oui, mais les gens sont en plein Covid. Mais non, mais il lance une blague. De lancer des blagues, mais il lance une blague, mais il dit pas allez-y, violez. Oui, mais les gens sont en plein Covid. Mais non, mais il lance une blague. Que vous êtes avec moi. Mais ces garçons de Félix, il souffrira, ces garçons. Il va souffrir. Même une blague qu'il lance à un moment particulier où deux gens essayent un peu de se déstresser pour avoir la force demain de donner davantage des énergies à ces Congos pour qu'il avance. Une blague pour détendre l'atmosphère, les gens dramatisent. Donc ça dit que les pauvres Félix. Donc on peut violer le couvre-feu. Hein? Non. Nous avons aujourd'hui le droit de violer le couvre-feu. Ou le couvre-feu c'est pour nous. Prenez les propos du chef de l'État dans les contextes où ils ont été émis. Oui. Je sais que les gens sont... Je sais que les gens sont très durs envers lui comme envers nous, dans l'ensemble. On attend de nous un certain comportement. Ça, je l'accepte. Et nous répondrons à ces attentes-là. Mais ce n'est pas pour autant que les petits faits et gestes, les moindres
fasse l'objet Avec Kabila, c'était de différent, controverses. Les réactions auraient été différentes si c'était Joseph Kabila. On comprend que il faut adoucir. Non, je n'adoucis pas. Il faut édulcorer. Bon, non, je n'adoucis pas. Moi, quand je prends en compte le contexte, je dis, c'est permis. La situation de l'Est, avec l'état de siège. Situation de l'Est. Aujourd'hui, on voit partout dans le réseau soutien FARDC. Si j'avais un polo, j'allais mettre soutien. Tout Congolais digne de ce nom ne peut que soutenir les FARDC. Ne peut que soutenir les FARDC. Ne peut que soutenir. Oui, après. Quels sont les militaires qu'on va soutenir? Et après le reste, il y a la polémique qui est entretenue par Faden House. Tant mieux. L'important sur la substance de l'état des sièges. Il y a une vive polémique, des critiques par-ci par-là. Mais nous, ce qui importe, c'est que, nous écoutons les critiques. Si améliorer, il faudra améliorer. Vous êtes d'accord avec l'état de siège? Oui, je suis d'accord. Ça va mettre fin à la situation. Mais le plus important, ce sont les résultats. Si nous avons les résultats, nous aurons répondu. Et s'il n'y a pas le résultat? Il y aura le résultat. Nous n'avons pas. Avec des anciens rebelles? Nous n'avons pas les choix. Mais quand on dit les anciens rebelles, oui, je comprends cette critique qui a fâché les chefs de l'État. Mais les anciens rebelles, mais c'est des rebelles qui ont été intégrés dans les FARDC depuis des années. Si c'est ainsi que nous devons regarder, si c'est sous cet œil que nous devons regarder les FARDC, c'est qu'en fait, ce n'est pas une armée en réalité. C'est quelque chose de composite où il y a des fractions rebelles là-dedans. Nous n'avons pas de fractions rebelles au sein des FARDC. Mais vous connaissez qu'historiquement, nous avons connu beaucoup de mouvements rebelles et qu'à chaque moment de cette histoire, il y a eu nécessité d'intégrer ces différents groupes rebelles pour arriver à la paix. Ceux qui sont là, ils ne sont pas rebelles. Ce sont des officiers supérieurs de FARDC. Il faut leur faire confiance. Bon, vous les journalistes, moi je vous laisse la liberté. Moi je suis politique, je considère que ce sont des officiers supérieurs des FARDC. Ils vont donner des résultats. Oui. Alors, à vous joindre de les traiter de rebelles. Moi, ça ne me fâche pas. Mozito n'est pas très d'accord. Hein? J'ai même suivi un de ces... Alors, là, ça m'a fait rigoler. Mozito... qui a dit mettre fin à la guerre. Hein? Les gens sont en train de tronquer l'histoire devant nous. Mozito dit qu'il avait... même vu... Mozito dit qu'il a... Pardon. Il dit qu'il a mis fin à la guerre à son époque. D'abord, il faut céder une chose. Il n'y a jamais eu de guerre au Congo depuis. Hein? Nous sommes dans des conflits armés. Hein? Guerre, hein? En termes classiques, hein? Qui demandent une déclaration de la guerre de la part d'un État, des États. Sous cette forme-là, la guerre n'y est pas. Mais il dit tout de même qu'il a mis fin à la guerre. Mais Mozito, Premier ministre, il était dessaisi de la sécurité, de la défense et même des finances. Les plans de trésorerie, des décaissements à partir du trésor public, ces plans étaient dictés, décidés à partir du Palais de la Nation au cabinet de Lumano, Bouanassefou, Adolphe, son homonyme. Décidé là-bas. Il était complètement dessaisi. Il ne touchait pas aux questions de diplomatie, de sécurité. Il était quel genre de premier Alors, ministre? quand j'étais dit, oui, un Premier ministre pantin, sous les bottes de Katumba, Mouanké. Anecdote, Mozito va faire un déplacement pour le Congo central, à la tête d'une commission interministérielle. La commission l'a déjà précédé, les ministres l'ont déjà précédé. Il démarre son convoi, il devait y aller par route, il reçoit un appel. C'est Katumba qui les convoque à Prokoki. Prokoki, c'était le siège du gouvernement parallèle, le fameux gouvernement parallèle, non loin de la haute cour militaire là. Il détourne son convoi, il ne prend plus la route nationale numéro 1 pour aller à Matadi, il se dirige à Prokoki. Il arrive à Prokoki, ordre du jour, tu sais pourquoi il a été invité, convoqué? Réunion d'évaluation, PPRD, Palou, sur leur alliance. Et il a annulé son voyage. Premier ministre de son État. La preuve qu'il ne touchait pas aux questions de sécurité, de défense, de diplomatie. Mozito a effectué combien de voyages à l'étranger? S'il y en a beaucoup effectué, c'est 2 ou 3. Et dans des pays qui ne sont pas impliqués diplomatiquement, directement avec la République du Congo. Il a effectué un voyage en Corée du Sud. Et un autre en Turquie. En Turquie, c'était pour l'acquisition du mobilier de la résidence de Gizenga à Bouma. 700 000 $ le tout. Le mobilier, avec l'argent du contribuable congolais, des fonds publics.
Il n'est pas à plus de 3 voyages à l'étranger. Toutes ces questions-là, il n'y touchait pas. Interdit, tabou. Mais je termine. Mais je termine. Vu avec les rations des militaires. Il dit, il parle des rations des militaires. Il dit non, que Mobutu avait réussi un grand coup il a à mettre la main sur, sur le détournement des rations des militaires. Mais c'est faux. J'ai fait partie du voyage. C'est un d'entre nous, en la personne de Kabeya Pindipasi. Un d'entre nous, un membre de la délégation. Moi, je l'avais accompagné comme journaliste. Un d'entre nous qui va au marché et qui trouve une boîte de sardines, ration de militaires en vente. Il achète, il amène. Il dit, mes premiers, regardez, j'ai retrouvé cette boîte de sardines, ration militaire, sur le marché ici à Kisangani. Et il en a fait un grand bout, une seule boîte. Et c'est pas dit forcément qu'il y avait eu détournement des vivres des militaires. Pas forcément. Peut-être que le militaire lui-même a décidé de vendre sa boîte et avoir de l'argent. Non, militaires le font. Et aujourd'hui, on veut grossir les faits, tronquer l'histoire, dire qu'il avait mis la main sur un réseau. Quel réseau? Mais puisque nous sommes arrivés à Kisangani un jour et le lendemain, nous avons pris l'avion à Goma. Quand est-ce qu'il a eu le temps de déployer des hommes et pour aller mettre la main sur ces réseaux-là? Visiblement, la tête de Mozito ne te plaît plus. Hein. Ah non, ce qui n'est pas bon, c'est de tronquer. C'est ton ami. De dénaturer l'histoire. Non, non, ça, c'est pas correct. C'est pas correct. D'accord. Ce n'est pas correct. Et je suis désolé ici de venir tordre le cou à ces mensonges-là, mais ce n'est pas mon boulot, c'est à la presse, c'est aux journalistes de les faire. D'accord. Sur les faits, les journalistes doivent dire, monsieur, ce n'est pas le cas. Laissez-nous libres sur nos opinions. Mais les faits, non. Vous êtes député de Kinshasa. Ça tirait hier, hein, les musulmans entre eux. Je regrette, je présente d'abord les condoléances. On a tué un policier. Je présente d'abord les condoléances aux Kinois. J'ai eu très mal, et à la famille islamique. Je connais un peu ce conflit. J'ai été contacté il y a plus qu'on arrive à dénombrer des morts, qui est mort d'homme. C'est regrettable. On a vu tuer un policier. C'est regrettable. Mais alors... un peu quand les Kinois ont l'habitude de taper des trucs. Mais alors... C'est pratique là, moi, je connais pas ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Que je ne comprends pas. C'est les silences du gouvernement de la ville de Kinshasa. D'abord, qui a donné l'ordre là-bas que 2 francs viennent s'affronter là-bas? Allons-y, je vais... La responsabilité, qui a donné l'ordre? Je vais répondre à cette question. On a interdit à Fayulu de faire la manifestation pour le Corona. Qui a donné l'ordre pour que nous ayons... On va y arriver. D'abord, le problème, c'est que moi, mes informations, c'est que Gentini aurait, je dis bien, je le dis au conditionnel, aurait recommandé aux 2 groupes rivaux de prier ensemble en cherchant un compromis, lequel les prêcheurs devaient venir ici, je ne sais pas, l'annonceur de la manif de l'autre côté, ben, les gens ne se sont pas mis d'accord. Si c'est le cas, c'est déjà grave, c'est très irresponsable de sa part. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est son silence. Il aurait dû dénoncer, condamner ces actes de barbarie. Peut-être que je ne l'ai pas suivi, je suis désolé. Ces actes de barbarie qui ont été commis en plein jour, dont les images circulent. Et nous voyons ces gens. Ils sont clairement identifiables. Ceux qui ont tabassé et tué le policier, ceux qui ont saccagé et brûlé les véhicules de la police. Ils doivent répondre. Ils doivent répondre. C'est inadmissible que des citoyens prennent un policier, les tabassent et les tuent en public. C'est d'abord un Congolais, un policier. En public. C'est d'abord un Congolais. Qu'ils saccagent. Je vois des gens monter sur le véhicule. Ils sont identifiables. Sur le véhicule de la police. Les saccager et les mettre à feu. Ils doivent répondre. Ils doivent répondre. Merci beaucoup, Mike Mukebai. On a fini. Comment va Moïse Katumbi? Vous êtes ensemble? Vous êtes en train de voir? Oui, Moïse Katumbi se porte comme un charme. C'est notre leader. Nous sommes en train de préparer la prochaine étape, à savoir la mise en place de responsables au niveau des différentes fédérations. Pendant ce temps, on apprend qu'il y a un grand coup qui se prépare contre lui. Bon, nous entendons des rumeurs par-ci, par-là, que les gens très grand coup. Cherchent à empêcher sa candidature, cette affaire de la loi sur la nationalité. Ben, nous sommes sereins, nous sommes allés de bonne foi vers le chef de l'État au sein de l'Union sacrée. Nous croyons qu'il restera un partenaire sincère et franc. Et nous ne pouvons pas, nous, répondre à toutes ces attaques-là.
Parce que nous croyons à la sincérité du chef de l'État. Et si vous entendez... Dans la main qu'il a tendue et que nous avons... Si vous entendez que la proposition est arrivée à l'Assemblée nationale et qu'on veut faire passer... Je reste confiant. Je continue à croire à la sincérité de notre partenaire. Mais si par extraordinaire... Non, je refuse d'aller. Vous entendez que je refuse d'aller à l'Assemblée... Je refuse d'aller par... Pour faire tomber... Oui, je refuse, moi, Ce sera la fin de l'État. Je refuse, moi, de faire ces pas. Et je continue à croire en la bonne foi de notre partenaire, en sa sincérité. Plus d'une fois, des choses ont été dites, attribuées à Félix. La question de la date des élections. Et quand il a pris la parole, dissiper les malentendus. Ça a été clair. Des informations, des sources concordantes font état d'un grand coup qui se prépare. Oui, semble-t-il qu'Mbosso Kodia, je comprends qu'il est zélé, il est surpris à son âge, il n'avait plus d'ambition, plus de rêves, surpris de se retrouver président de l'Assemblée nationale, ça le pousse à un certain zèle, il croit plaire au chef de l'État. Mais ses appels aux députés pour dire, écoutez, gars, mobilisez-vous pour faire passer cette loi contre Katumbi, ça c'est très grave de sa part. Très très grave de la part d'Mbosso Kodia Kwanga. Très très grave. Très grave. Il pense plaire. Bon, il y a derrière l'homme de la Banque mondiale. Comment il s'appelle? Noël Tiani. Et vous avez appris sur son passé, c'est qu'il est. Voilà un homme qui prétend diriger la Banque centrale. Vous avez appris sur lui. C'est très grave dans ces pays. Quand on vous dit que tel a été chassé de la Banque mondiale pour harcèlement sexuel, qu'il ait dit sa propre épouse, ça ne choque pas, ça n'aimait personne, ça passe inaperçu, c'est très grave. Et lorsque certains élèvent la voix, on dit non, on s'acharne contre lui, non, c'est Moïse Katumbi qui finance, mais le conflit entre lui et sa femme ne remonte pas à hier. Je l'avais déjà dit, j'avais été, je crois, le premier, 2017, à écrire sur cette affaire. Aujourd'hui, c'est Katumbi qui tire les ficelles. Pour quel intérêt? Et, semble-t-il, l'homme est devenu très puissant. Il traque sa femme. La pauvre, elle n'est pas défendue par les mouvements. On a envoyé un avis de recherche. Oui, pour soustraction d'enfants. Comment vous pouvez soustraire? Comment on peut poursuivre une femme pour soustraction d'enfants alors que c'est elle qui vit avec cet enfant depuis des années et que le père est ailleurs? Depuis des années. Comment vous pouvez l'accuser de soustraction? Même le magistrat qui établit. Mais c'est comment le magistrat au Congo? Quand quelqu'un vient, tant qu'il est plaignant, tout ce qu'il dit, vous mettez ça sur papier, sur PV. Mais allez-y vérifier. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas, la deuxième semaine, que le beau-frère José Mokombondi de Madame Odia est en prison. Sans motif valable. Sans motif valable. C'est très très grave ce qui se passe là autour de cette affaire. Très très grave. Très grave. Et il est fier de lui, il se balade dans la ville ici. Bon, 4 diplômes, 5 diplômes. Reçu par Mbosso, reçu par Bahati. Mais c'est très malheureux. C'est très très malheureux. Et puis, on sait comment ça se passe. Hein. Ces mythes, cette magie, cette légende de l'exotisme, de ce qui vient d'ailleurs. Il y en avait un autre ici, ça ne nous impressionne pas. Il y en avait un autre ici que la presse avait fait monter comme ça en flèche. Oscar Akacha. Oscar, qu'est-ce qu'il est devenu? Plus rien. Ça ne nous impressionne pas. Et la multitude des diplômes. Ouais, j'encourage les gens à en accumuler. Mais le plus important à la fin de ces diplômes, c'est d'avoir accumulé des connaissances et d'être capable d'un rendu de qualité. Si le rendu de qualité n'y est pas, quand quelqu'un vient et vous dit que lui, il peut mobiliser comme ça 25 milliards en une année en République démocratique du Congo, vous prenez cet homme-là au sérieux? C'est Noël Tiani là. Prenez au sérieux. 25 milliards, ça va venir d'où en une année? C'était ça son programme. Je voulais seulement un programme chimérique. Vous qui êtes d'ensemble, soyez avertis qu'il y a un grand coup qui arrive. Hein. Tant mieux, nous sommes préparés à toutes les éventualités, même si par ailleurs... C'est un journaliste informé qui parle. Oui, même si par ailleurs, nous croyons, nous comptons sur la sincérité de notre partenaire, le chef de l'État Félix Tshisekedi, mais nous sommes préparés à toutes les éventualités, nous allons nous battre. Nous avons notre candidat, nous le porterons. Il s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Je sais que les gens l'ont toujours redouté. Depuis l'époque de Kabila, ça a toujours été lui l'homme à abattre. C'est le plus redoutable. Mais c'est très bien en politique.
Parce que là, ça le fait monter. Là, le Congolais se rend compte que l'un des challengers les plus sérieux. Pourquoi il a toujours des problèmes? Avec Kabila, c'était pareil. Maintenant, c'est encore. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, en politique, quand vous montez en puissance, vous devenez une menace pour les concurrents, pour les adversaires. Et tous les moyens sont bons en ce moment-là. Ce sera la fin de pour l'Union vous sacrée. Abattre. Ce sera la fin de l'Union sacrée? Non, je ne pense pas. L'Union sacrée va au-delà de nos engagements personnels. C'est tout un espoir que nous avons suscité à travers le peuple congolais. Vous n'allez pas, qu'en s'agissant du sort d'un individu, lier l'avenir de l'Union sacrée. Nous nous battons pour préserver l'Union sacrée jusqu'à ce que nous obtenions des résultats. Il y en a quelques-uns, il y a des avancées. Regardez par exemple cet acte courageux sous le patronage du chef de l'État, bien sûr, mais cet acte courageux de Moïndo Nzangi. Courageux de dire fini le commerce des syllabus. C'est courageux. Une décision salutaire. Hein? Oui, c'est courageux. Moïndo Nzangi qui aidait ensemble. Formidable, formidable. Nous continuerons sur cette voie. Les Congolais attendent beaucoup de nous. Beaucoup. Ils n'attendent pas que les uns et les autres soient écartés. Non. Pas surtout pas. Surtout pas. Mais j'avais oublié là, quand parlant de l'initiative parlementaire que j'ai mise en route, oui. Elle est là. La question orale avec débat. D'accord. Adressée à Argentine Ngobila. Et donc, M. Ngobila viendra répondre. Je sais que là, le fait qu'il voit seulement ça, il a un rictus ici. Hein, il va l'embêter à mort. Ah, ça, je te jure. Tu as un problème avec lui, Argentine, on dirait. Mais si, j'ai un problème avec lui. Lequel? Sérieusement, il gère mal ma ville. Mais vous devriez travailler. Il gère mal ma ville. Vous devriez travailler ensemble, non? Autour de quel programme? Il n'en a pas. Tu as voulu être son ministre? Oui, travaille. J'ai jamais cherché. C'est ce qui se dit. J'ai jamais cherché. On a dit, j'ai fait une émission avec toi, tu as refusé. Je leur ai dit ici, Gentini, j'ai échangé avec lui en janvier, dans les cadres de l'Union sacrée, bien sûr. Nous nous sommes vus, je crois que nous avons parlé pendant 1h30 ou 2h. Je lui ai dit toute ma disponibilité à travailler avec lui dans les cadres de l'Union sacrée, à condition que nous fassions ceci, que nous fassions cela. Et c'est lors de cet entretien qu'il me propose d'entrer dans son gouvernement. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Je lui ai dit que j'étais disposé dans le cadre de l'Union sacrée, pas à participer à son gouvernement, mais à y déléguer quelqu'un. Il m'avait fait une deuxième offre ce soir-là, d'entrer dans son parti politique. Ça c'est de te le dire. J'ai dit, mais ce type, son argent lui monte à la tête. Moi, mon Kébaï, dans le parti de Gentini Ngobila, pour quel projet politique? Je dis, mais quand ça lui monte à la tête, son argent en Ngobila, il croit qu'il peut mettre tout le monde à ses pieds. C'est de ces deux offres-là qu'il s'agissait. Et encore qu'au jour d'aujourd'hui, je renouvelle ça. Je ne suis pas preneur. D'accord. Surtout pas au niveau du gouvernement provincial. Pas du tout. Mike. Ben pourquoi tu ne me demanderais pas de prendre sa place de gouverneur? Pourquoi moi je vais être son ministre? Pourquoi? Et puis moi je vais travailler comme ministre de Gentini. Mais mon cher ami, mais c'est pour aller dilapider toute ma crédibilité. Je vais en sortir complètement éclaboussé. Pour quelle politique? Pour quel résultat? Mais ici, dans ce pays, les gens pensent qu'il faut simplement être ministre. Un ministre qui a ouvert un compte qui reçoit de l'argent de l'État. Mais c'est un compte privé. Ah bon? Un compte privé. L'argent de l'État est versé dans ces comptes-là. L'argent des contribuables est versé dans ces comptes-là. J'en apporterai la preuve le moment venu. J'ai déjà eu accès à cette preuve, mais j'attends le moment venu. Je l'apporterai cette preuve-là. Mike. Peut-être que je la présenterai cette preuve-là à Ngobila lorsqu'il va passer à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mike Mukeba Nkoso, merci. À moi de te remercier de m'avoir invité. Merci beaucoup, Peter Tieni. Merci à David, merci à Kevin et Lukela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette émission est terminée. Au revoir.